Les lustres en cristal projetaient une lumière fracturée à travers la salle de bal, rebondissant sur les robes à paillettes et les flûtes de champagne polies, mais tout ce que je sentais, c'était la chaleur des mots de Lise qui me brûlaient à travers le bruit. Personne ne veut de toi ici. Sa voix était nette, parfaitement modulée pour trancher le brouhaha joyeux du compte à rebours qui venait de commencer, résonnant dans la pièce autour de nous. Les invités brandissaient des cierges magiques, les couples se serraient pour le baiser de minuit, et ma propre mère hocha la tête en un accord solennel, comme si ma sœur venait de prononcer une vérité trop évidente pour être contestée. Ma poitrine se serra. Je suis restée figée dans ma robe bleue métallique, une main crispée autour du pied de ma coupe de champagne intacte. J'attendais que quelqu'un, n'importe qui, rompe le charme, qu'il rie, qu'il dise que ce n'était qu'une mauvaise blague. Mais le silence s'est répandu autour de notre table comme du vin renversé. Je pouvais entendre mon propre pouls, plus fort que la trompette de l'orchestre au bord de la scène. Le maître de cérémonie a levé son micro, inconscient de la cruauté qui se déroulait dans l'ombre, tandis que ma famille se détournait de moi comme si j'étais une tache sur la soirée. J'ai enfoncé mes ongles dans le verre lisse, me raccrochant à la piqûre de ma propre peau pour ne pas défaillir. Le visage de ma sœur brillait de satisfaction, les projecteurs attrapant l'éclat de ses boucles d'oreilles en diamant. Pour elle, c'était une performance, mon humiliation servant de toile de fond scintillante au plus grand gala du nouvel an de la ville. J'avais été invisible auparavant, ignorée pendant d'innombrables matinées de Noël et dîners de l'Action de grâce, mais c'était pire. C'était être effacée, publiquement, délibérément, comme une cicatrice qu'il voulait gommer du portrait de famille. La douleur était plus vive à cause du moment. Minuit approchait, les feux d'artifice étaient prêts à embraser le ciel, et pourtant, dans cet instant suspendu, je savais que quelque chose en moi s'était brisé de manière irréparable. Les mots de Lise m'ont ramené des années en arrière, me tirant à travers le temps comme si chaque injustice avait été une répétition pour cette scène. J'avais de nouveau 8 ans, assise en tailleur sur le sol du salon, la regardant déballer une poupée de créateur pendant que je tirais sur les manches d'un manteau de seconde main, l'étiquette du dépôt-vente pendant encore au col. Maman l'avait dit gentiment, comme une excuse, Lise mérite de belles choses. Toi, tu n'as pas besoin d'être gâtée. J'avais hoché la tête à l'époque, petite et malléable, croyant peut-être que c'était vrai. Ce souvenir en a percuté un autre, le dîner de famille où la tarte à la citrouille avait brûlé parce que Lise avait oublié de régler le four, et pourtant c'est moi qui avais senti le regard noir de mon père alors qu'il déclarait « Émilie, comment as-tu pu gâcher le dessert pour tout le monde ?» J'avais été leur bouc émissaire si longtemps que cela me semblait presque naturel d'absorber le coup. Presque. Mais debout là, dans la salle de bal, les bulles de champagne me chatouillant le nez, j'ai senti l'absurdité de tout cela. J'avais 29 ans, pas 8, et j'étais toujours celle qu'on poussait dans l'ombre, blâmée pour des ombres que je n'avais pas projetées. Mon esprit a rejoué ma dernière année de lycée, comment j'avais économisé chaque euro de 2 emplois à temps partiel, rêvant d'une voiture d'occasion qui signifierait la liberté. Comment mon père avait exigé cet argent à la dernière minute pour acheter à Lise un ordinateur portable flambant neuf. Il n'avait même pas sourcillé alors que je restais là, les mains vides, mes rêves échangés contre son confort. Plus tard, quand je l'ai confronté, il a balayé mes protestations d'un revers de main. Ne sois pas égoïste. Ouah. Famille, ça s'entraide. Mais la famille, j'avais appris, signifiait que je donnais et qu'elle recevait. Le compte à rebours se rapprochait. 10, 9, 8. Mon souffle se coinça dans ma gorge. J'aurais dû tourner les talons, partir sur le champ, mais mon corps m'a trahi, gelé sous les lustres. Les yeux de ma mère me fixaient comme un insecte épinglé sur du verre. Tu devrais être reconnaissante, a-t-elle chuchoté vivement en se penchant vers moi. Ta sœur n'a pas besoin de ton ombre ce soir. Ma bouche avait un goût de fer, bien que je n'ai pas touché au champagne. Ma sœur s'accrochait au bras de son fiancé, son sourire suffisant, comme si mon exclusion était la touche finale à sa soirée parfaite. 7, 6, 5. La voix tonitruante du maître de cérémonie a traversé la salle. Mesdames et messieurs, ce soir, nous honorons quelqu'un d'extraordinaire. J'ai cligné des yeux, certaine qu'il s'apprêtait à couronner Lise d'une autre distinction imméritée. Mais au lieu de cela, il a lu sa fiche, sa voix enflant. Nous célébrons la fondatrice d'une entreprise valant 3 milliards d'euros, une femme qui a bâti son succès à partir de rien. Emily Dubois. La salle s'est tue, comme si quelqu'un avait débranché la musique. Les fourchettes ont heurté les assiettes. Worcester attribution and plain note. 200 visages se sont tournés vers moi dans un choc collectif. Les lèvres de ma mère se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'en est sorti. La flûte de champagne de Lise a glissé de ses doigts et s'est brisée sur le sol en marbre, pétillant comme le dernier écho de sa suffisance. Le silence s'est abattu, plus lourd que tout leur mépris combiné. Pendant un battement de cœur, je n'ai pas bougé. Mon pouls rugissait dans mes oreilles, se mêlant au bruit sourd des feux d'artifice qui commençaient au loin. Puis la première acclamation a retenti, hésitante, puis a enflé jusqu'à ce que les applaudissements déferlent dans la salle de bal comme le tonnerre.
Les gens qui, quelques minutes auparavant, s'étaient éloignés de moi, se penchaient maintenant en avant, les mains tendues, désireux de se prélasser dans ma lumière réfléchie. Des étrangers que je n'avais jamais rencontrés chuchotaient mon nom. Les journalistes orientaient leurs caméras. Les mêmes bouches qui s'étaient tordues de dédain formaient maintenant le mot « félicitations ». Je n'ai pas souri. Je ne me suis pas incliné. J'ai posé le verre intact, son bord encore marqué par mes ongles, et je me suis éloigné de la table. Derrière moi, j'ai entendu ma mère appeler, mi-supplication, mi-ordre, mais sa voix parvenait à peine à couvrir les applaudissements. Lise a trébuché derrière moi, ses talons claquants, les mots se bousculant. « Émilie, attends, on ne voulait pas dire ça. » Mais j'ai continué à marcher. Chaque pas sur le marbre était un battement de tambour dans ma poitrine, chaque foulée élargissant le gouffre entre nous. Dehors, l'air froid a giflé ma joue, plus vif que n'importe quelle insulte qu'il m'ait jamais lancée. Les feux d'artifice éclataient au-dessus de ma tête, peignant le ciel de fleurs éphémères d'or et de pourpre. J'ai inspiré la nuit d'hiver, l'odeur de la neige et de l'acier de la ville remplissant mes poumons. Mon téléphone a vibré dans ma pochette, une fois, deux fois, puis sans fin. Les messages et les appels illuminaient l'écran, une centaine de tentatives manquées s'accumulant déjà. Maman, Lise, même des cousins éloignés qui ne m'avaient pas parlé depuis des années. J'ai serré le téléphone mais je n'ai pas répondu. Pas un mot. Pour une fois, j'ai laissé le silence être le mien. La nuit ne leur appartenait plus. Elle était à moi, plus brillante que n'importe quel lustre, plus forte que n'importe quelle déclaration cruelle. Et au fond de moi, pour la première fois de ma vie, j'ai senti le vrai goût de la liberté. La musique de la fête résonnait encore faiblement à mes oreilles alors que j'étais assise seule dans la petite chambre d'hôtel, les paillettes de ma robe me grattant la peau. J'avais tiré les rideaux, mais la lueur des feux d'artifice filtrait encore par les bords, tachant la moquette de sursauts de rouge et d'or. Mon téléphone était posé face contre table sur le bureau, vibrant toutes les quelques minutes avec des appels auxquels je ne répondrais pas. Ma poitrine était vide, mais ce n'était pas à cause du champagne que je n'avais pas touché. C'étaient les mots de Lise, le hochement de tête de ma mère, qui s'était enfoui plus profondément que n'importe quelle lame. Personne ne veut de toi ici. Il résonnait comme un refrain que j'avais entendu toute ma vie, déguisé sous différents costumes mais toujours le même. Je me suis adossée au matelas rigide, et dans ce silence, les souvenirs ont déferlé comme une inondation. J'avais de nouveau 8 ans, fixant les lumières scintillantes du sapin de Noël de notre famille, le papier cadeau éparpillé dans le salon. Lise poussait des cris de joie en déchirant une boîte brillante contenant une poupée neuve aux cheveux d'or chatoyants. J'ai attrapé mon paquet, une boîte en carton enveloppée à la hâte dans du papier restant. À l'intérieur se trouvait un manteau de laine, son col effiloché, une étiquette de friperie pendant encore à la manche. Ma mère m'a souri, sa voix mielleuse mais ferme. Lise Marit de Belschoses. Toi, tu n'as pas besoin d'être gâté. J'avais serré plus fort le manteau autour de mon petit corps, les joues en feu, tandis que les tantes et les oncles applaudissaient la joie de Lise. Cette nuit-là, je me suis dit que ce n'était peut-être pas grave, que je n'avais peut-être pas besoin de ce qu'elle avait. Mais ce n'était pas seulement à Noël, c'était aussi lors des grands repas de famille. Je pouvais encore sentir la croûte brûlée de la tarte aux pommes. Lise avait été chargée de l'affaire, sa seule responsabilité cette année-là. Elle avait oublié d'allumer le four. Quand les invités ont demandé ce qui s'était passé, les yeux de mon père se sont tournés vers moi de l'autre côté de la table. « Émilie, comment as-tu pu gâcher le dessert pour tout le monde ?» J'ai ouvert la bouche pour protester, mais la lèvre de Lise a tremblé de manière convaincante et ma mère m'a fait taire d'un regard assez perçant pour transpercer l'os. J'ai absorbé la honte, même si je n'avais pas touché à cette tarte. L'humiliation avait un goût de cendre dans ma bouche. J'ai toujours été le bouc émissaire, le réceptacle de la faute. À l'école, quand Lise a été surprise en train de chuchoter des réponses pendant un contrôle de maths, elle a sangloté dans le bureau du proviseur. « Émilie me met tellement de pression, je voulais juste être aussi bonne qu'elle. » Le mensonge a glissé doucement dans l'air, et les ongles de ma mère se sont enfoncés dans mon poignet alors qu'elle expliquait au proviseur que c'était ma faute, que j'étais trop parfaite, que je donnais à Lise un sentiment d'infériorité. Plus tard, les enregistrements de sécurité ont révélé que Lise avait triché toute seule. Aucune excuse n'est jamais venue, ni d'elle, ni d'eux. À 15 ans, j'avais appris que le travail acharné était ma seule échappatoire. Je jonglais avec 2 petits boulots, mettre des courses en sac et nettoyer des tables au bistrot du coin, pour économiser pour un scooter d'occasion. Chaque euro que je glissais dans une boîte en fer-blanc sous mon lit ressemblait à un billet pour sortir de cette maison étouffante. Mais en terminale, juste au moment où j'avais rassemblé assez d'argent, mon père a frappé à ma porte. « Ta sœur a besoin d'un ordinateur portable pour ses études », a-t-il annoncé, sans demander. J'ai essayé de protester, la voix tremblante, mais ses yeux portaient le poids du commandement. « Ne sois pas égoïste, Émilie. La famille, ça s'entraide. » Le lendemain, mes économies ont disparu dans le nouvel ordinateur brillant de Lise. Elle m'a à peine remercié avant de se retirer dans sa chambre.
Je me souviens encore. De mon 18e anniversaire. J'avais fait mon propre gâteau, un mélange de supermarché avec un glaçage inégal. Ce matin-là, j'ai ouvert ma lettre d'acceptation à la Sorbonne, les mains tremblantes de joie. Je me suis précipitée pour vérifier le compte épargne pour mes études, celui que je constituais depuis mes 14 ans. Mon estomac s'est noué quand j'ai vu le solde, 0 €. J'ai fait défiler l'historique des transactions, ma vision se brouillant en voyant le nom de ma mère associé à chaque retrait. Vêtements de marque, cours particuliers, billets de concert, tout pour Lise. Elle n'avait pas seulement volé mon argent, mais mon avenir. Quand je lui ai montré l'imprimé, son visage n'a même pas sillé de culpabilité. C'était pour la famille, a-t-elle dit simplement avant de se retourner pour remuer son café. Ce soir-là, Lise a soufflé 18 bougies dorées sur un gâteau à 3 étages que mes parents avaient commandé pour elle. Le mien était à moitié mangé sur le comptoir, les miettes s'effondrant sur elles-mêmes. Le poids de ces années s'est abattu sur moi dans cette chambre d'hôtel, plus lourd que la robe à paillettes qui m'étranglait les côtes. Il m'avait également exclu des discussions sur l'héritage. Je me souviens les avoir entendus chuchoter à propos du testament, comment tout, la maison, les économies, reviendrait de droit à Lise. Quand j'ai confronté ma mère, elle a ri. Tu te débrouilleras. Tu es résiliente. Mais ce qu'elle voulait dire, c'était « tu ne comptes pas ». Je me suis tournée sur le côté, fixant la table de chevet bon marché. Ma gorge s'est serrée alors que d'autres souvenirs revenaient, impitoyables, anniversaires oubliés, bulletins scolaires ignorés, mes rêves d'école d'art ridiculisés jusqu'à ce que je les range dans des boîtes poussiéreuses. Les échecs de Lise étaient dissimulés par mes sacrifices. Le grand livre invisible de l'injustice était inscrit dans chaque recoin de ma vie. J'ai pressé mes paumes l'une contre l'autre, sentant la sueur entre elles. Si je restais, si je continuais à orbiter autour de leur gravité toxique, ce cycle ne finirait jamais. Je serais toujours invisible, toujours en tort, toujours le bouc émissaire. Mais partir signifiait entrer dans l'inconnu, et l'inconnu me terrifiait. L'idée de me réveiller demain sans un toit garanti, sans même la maigre protection de la famille, me tordait les entrailles. Je me suis levée, arpentant la bande de moquette étroite entre le lit et la fenêtre. La silhouette de la ville pulsait de feux d'artifice, chaque explosion un battement de cœur que je sentais dans ma poitrine. Où va-t-on quand sa maison n'est plus une maison? Ai-je murmuré la question à voix haute, ma voix rauque dans le silence. J'ai pensé à la librairie où je travaillais maintenant, le seul endroit où je me sentais un tant soit peu vu, empilant des romans tard dans la nuit, inhalant l'odeur du papier et de l'encre. C'était humble, mais c'était à moi. Pourtant, même là, je portais l'ombre de Lise comme une seconde peau. Mes collègues chuchotaient à propos de ma sœur parfaite, de la chance que je devais avoir. Si seulement ils savaient. J'ai tiré complètement le rideau. Dehors, des familles trinquaient, des couples s'enlaçaient, des voix s'élevaient en rire. Le monde continuait de tourner, indifférent à la fracture dans ma poitrine. J'ai enlacé mes bras autour de moi, me balançant légèrement alors que des larmes chaudes montaient à mes cils. Peut-être qu'ils ont raison, ai-je chuchoté. Peut-être que personne ne veut de moi ici. Mais alors, quelque chose d'inattendu a surgi, vif et insistant. Pas exactement de la défiance, plutôt une braise tenace refusant de s'éteindre. S'ils ne voulaient pas de moi, alors peut-être que je n'avais pas besoin d'eux. S'ils m'avaient dépouillé des Noëls, des repas de famille, des anniversaires, même de mon fonds d'études, alors peut-être que je pouvais les dépouiller du pouvoir de me définir. La pensée a atterri comme une pierre dans une eau calme, créant des ondulations. Mon regard s'est porté sur la porte, sur la petite valise appuyée contre le mur. Je l'ai imaginée, la fermant, sortant, laissant leur voix derrière moi. Le pouvais-je vraiment? Survivrais-je? Mes mains tremblaient alors que je tendais la main vers la poignée de la valise, juste pour tester son poids. Elle semblait plus lourde que son contenu, comme si je soulevais toute l'histoire de la trahison dans cette seule prise. Je l'ai reposée, le cœur battant. L'horloge a passé minuit, les feux d'artifice se sont estompés, le silence est revenu. Si je restais, je connaissais le scénario, plus de blâme, plus de sacrifices, plus d'effacement. Si je partais, je n'avais rien. Pas d'héritage, pas de testament, pas de filet de sécurité. Seulement 70 € cachés dans mon portefeuille et un carnet usé de croquis de rêves longtemps enfouis. Je me suis rassise sur le lit, fixant la tranche de ciel sombre encadrée par la fenêtre. Une pensée a murmuré en moi, mi-question, mi-défi. Et si la liberté valait la peur? Je n'avais pas de réponse. Mais pour la première fois, je voulais en trouver une. Le lendemain matin du gala, j'étais assise à la kitchenette de l'hôtel, fixant une tasse en carton de café amer. La robe à paillettes de la veille gisait en un tas froissé sur la chaise, empestant encore le parfum et l'humiliation. Mon reflet dans la porte du micro-ondes paraissait plus vieux que mes 29 ans, les yeux cernés d'ombre, les lèvres gercées par des nuits sans sommeil. Je n'arrêtais pas de rejouer le son de la voix de ma sœur, « Personne ne veut de toi ici ». Le hochement de tête de ma mère l'avait scellé comme un verdict. Vers midi,
Je ne supportais plus les murs de la chambre d'hôtel qui m'oppressaient. J'ai rendu la clé, traînant ma valise dans le couloir à la moquette qui sentait légèrement l'eau de Javel. Le trajet en taxi jusqu'à la maison de mes parents ressemblait à une dérive vers une tempête que j'avais déjà trop de fois survécue. La neige tourbillonnait dehors, givrant le pare-brise. J'ai appuyé mon front contre la vitre froide, ma poitrine se soulevant et s'abaissant en respiration courte. Je savais qu'ils m'attendraient. Ils attendaient toujours, prêts à transformer ma présence en une confrontation que je n'avais jamais demandée. La porte d'entrée a grincé quand je l'ai poussée. Ma mère se tenait dans le couloir, les bras croisés sur son pull en cachemire, sa posture barrant l'escalier. Le salon sentait le rôti et le produit à polir au citron, des odeurs familières aigries par son air renfrogné. « Tu reviendras en rampant », a-t-elle dit, sa voix sèche, certaine. To Anna's reign, Emily. Tu seras de retour dans une semaine. Ma prise s'est resserrée sur la poignée de la valise. Derrière elle, Lise s'appuyait nonchalamment contre la rampe, sirotant une tasse comme si la nuit précédente n'avait été qu'un rêve dont elle n'avait pas besoin de se souvenir. Son sourire narquois était le miroir de chaque anniversaire oublié, de chaque Noël éclipsé. Pauvre Émilie, a-t-elle roucoulé? Toujours à travailler dans cette petite librairie. Toujours à prétendre qu'elle compte. Tu n'auras jamais d'héritage, tu ne seras jamais sur le testament. Pourquoi même essayer? Les mots piquaient ma peau comme des éclats de verre. Je me suis forcée à croiser son regard, la gorge sèche. Tu as triché pour tes examens, tu as menti, tu as tout pris. Rien de tout cela n'est de ma faute. Son sourire a vacillé une seconde, mais ma mère s'est avancée brusquement, ses ongles s'enfonçant dans mon bras. Cette famille a tout fait pour toi, a-t-elle sifflé. Et c'est comme ça que tu nous remercies? En faisant en sorte que Jessica? Elle s'est reprise, le lapsus de nommer Lise par un autre prénom, comme si tous ses enfants en or se confondaient. En faisant en sorte que Lise ait l'impression qu'elle ne sera jamais assez bien? J'ai retiré mon bras, la peau picotant là où ses ongles avaient creusé les croissants. La confrontation flottait entre nous comme un nuage d'orage sur le point d'éclater. Pour une fois, je ne me suis pas dérobée. Je ne me suis pas excusée. Le silence dans la maison était si épais que je pouvais entendre le bourdonnement du réfrigérateur, le tic-tac lointain de l'horloge du grand-père dans le coin. Je me suis retournée et j'ai traîné ma valise à l'étage. Ma chambre, la plus petite au bout du couloir, ressemblait moins à une maison qu'à un débarras pour des souvenirs dont personne ne voulait. Les posters du lycée s'enroulaient sur les bords, le matelas s'affaissait et les rideaux laissaient passer de fines tranches de lumière grise. J'ai fourré des vêtements dans un sac de sport, attrapé le carnet en cuir usé où j'avais esquissé des dessins et des rêves que je n'avais jamais osé poursuivre, et j'ai glissé l'enveloppe contenant 70 € froissés dans la poche de mon manteau. Sur la commode se trouvait un cadre photo, moi à 7 ans, les cheveux en tresse de travers, souriant avec des dents manquantes. J'ai fixé le sourire d'une enfant qui n'avait pas encore compris ce que signifiait être un bouc émissaire. J'ai glissé la photo dans mon sac, non pas parce que je voulais me souvenir, mais parce que je voulais une preuve du chemin parcouru. Quand je suis enfin partie, quand je suis retournée dans le couloir, ma mère se tenait en bas des escaliers, son expression sculptée dans la pierre. « Vas-y » a-t-elle ricané. « Pars. Mais ne viens pas pleurer quand le monde te dévorera. » Je n'ai pas répondu. Je suis passée devant elle, j'ai franchi la porte d'entrée et je suis sortie dans le froid. Les flocons de neige me piquaient les joues, aussi vifs que des aiguilles. Les roues de la valise se sont accrochées au trottoir inégal alors que je marchais vers l'arrêt de bus, chaque pas plus lourd que le précédent. Derrière moi, j'ai entendu la porte claquer, le son résonnant comme la fermeture d'une cellule. Le temps que j'arrive au centre-ville, le crépuscule était tombé. Les lampadaires brillaient d'un jaune pâle, projetant de longues ombres sur les trottoirs tachés de neige fondue. Mes jambes tremblaient d'avoir traîné la valise, et mes doigts brûlaient d'avoir serré la poignée dans le vent. Je n'avais nulle part où aller. La fierté m'empêchait d'appeler les 2 amis qui auraient pu m'offrir un canapé. Demander de l'aide me semblait trop proche de donner raison à ma mère. J'ai erré jusqu'à ce que je voie l'enseigne au néon clignotante de la gare ouverte 24 heures sur 24. À l'intérieur, l'air était vicié, teinté de vapeur de diesel et de café brûlé. Quelques silhouettes parsemaient les rangées de chaises en plastique. Un homme en costume froissé affalé sur 3 sièges, une femme serrant un sac poubelle rempli de vêtements, un adolescent se balançant d'avant en arrière en marmonnant pour lui-même. J'ai choisi un coin près des distributeurs automatiques, serrant mon sac de sport contre ma poitrine comme s'il pouvait me protéger du froid qui s'infiltrait dans mes os. Le carrelage était assez froid pour engourdir mes pieds à travers mes semelles minces. Mon estomac gargouillait, mais je gardais les 70 € enfouis au fond de ma poche. Qui savait quand j'en aurais d'autres? Ma tête dodelinait alors que je sombrais dans un sommeil léger, me réveillant en sursaut à chaque bruit de pas, à chaque crépitement du haut-parleur annonçant les départs. Quelque temps après minuit, mon téléphone a vibré. J'ai tressailli, pensant que c'était un autre appel de ma mère. Mais le numéro était inconnu, avec un indicatif que je ne reconnaissais pas. Mon cœur a cogné alors que j'ouvrais le message. Vous ne me connaissez pas, mais je vous dois une explication.
Les mots brillaient sur l'écran, se détachant sur l'obscurité. Mon pouls battait dans mes oreilles. Était-ce un étranger? Un piège? Un ami de Lise envoyé pour remuer le couteau dans la plaie? J'ai regardé autour de moi dans la gare. L'adolescent qui marmonnait, la femme qui serrait son sac poubelle, l'homme qui ronflait sur le banc. Aucun d'eux n'a levé les yeux. J'ai remis le téléphone dans ma poche, les doigts tremblants. J'avais pensé que le monde ne pouvait pas contenir plus d'ombre que celle que j'avais laissée derrière moi dans la maison de mes parents. Mais assise dans cette gare glaciale, entourée d'étrangers en silence, j'ai réalisé la vérité. Ce n'était que le début. Les néons de la gare bourdonnaient au-dessus de moi alors que l'aube se glissait à travers les fenêtres striées de crasse. Mon cou me faisait mal d'avoir dormi contre la chaise en plastique dur, mon sac de sport toujours serré contre ma poitrine comme une bouée de sauvetage. Autour de moi, les navetteurs commençaient à affluer, leurs manteaux bien boutonnés, leurs chaussures cirées, des tasses de café fumantes à la main. J'ai aperçu mon reflet dans la vitre d'en face, cheveux emmêlés, chemise froissée, yeux creux. Je ressemblais à un fantôme hantant les bords de leur vie normale. Je me suis levée, les jambes raides, et je suis sortie dans le matin glacial. Ma buée s'est formée dans l'air alors que je scrutais les vitrines le long de la rue principale. La plupart étaient encore sombres, mais quelques-unes affichaient des panneaux pleins d'espoir. On recherche du personnel. Je me suis accrochée à ces mots comme à une bouée de sauvetage. Le premier était une chaîne de restauration rapide. À l'intérieur, le gérant a à peine levé les yeux de son téléphone avant de marmonner. On n'embauche pas. Le suivant était une boutique de vêtements. La femme derrière le comptoir a plissé le nez en voyant mes habits et a dit « Nous cherchons quelqu'un avec plus de classe ». Ses yeux m'ont parcouru comme si j'étais une peluche. Mes joues ont brûlé alors que je reculais. Dans un café, le barista m'a tendu un formulaire, mais le gérant a secoué la tête dès qu'il a vu mes mains tremblantes. « Nous sommes complets. » Les rejets s'empilaient comme des briques sur mes épaules. À midi, la faim me rongeait. J'ai appuyé ma paume contre mon estomac, lui ordonnant de se taire. J'avais toujours les 70 € froissés dans mon manteau, mais chaque instinct criait de les économiser. J'ai marché jusqu'à ce que mes pieds soient couverts d'ampoules, jusqu'à ce que la ville se transforme en une brume d'enseignes au néon et de bâtiments gris. C'est alors que je l'ai repéré, un petit restaurant étroit coincé entre une laverie et un prêteur sur gage. Son enseigne au néon clignotait, chez Mariana, cuisine maison. La cloche a tinté quand j'ai poussé la porte. Une odeur de graisse, de café et de quelque chose de sucré flottait dans l'air. Une femme aux cheveux gris acier attachés en chignon se tenait derrière le comptoir, aboyant des ordres à un jeune serveur. Son badge indiquait Mariana. Elle s'est tournée vers moi, les yeux vifs, et a tout absorbé, ma chemise froissée, mon sac de sport, l'épuisement que je ne pouvais pas cacher. Déjà fait la plonge, a-t-elle demandé. Non. AIJ Admis, La Voix Rock. Mais je peux apprendre. Elle m'a étudié un battement de cœur, puis a hoché la tête en direction de la porte battante. Les tabliers sont sur le crochet. Ne casse rien. La cuisine m'a avalé dans la chaleur. De la vapeur s'élevaient des marmites bouillantes, la graisse recouvrait les comptoirs, et la montagne de vaisselle semblait infinie. J'ai plongé mes mains dans l'eau brûlante et j'ai frotté jusqu'à ce que mes doigts soient ridés et douloureux. Mon dos criait à force de me pencher, mais j'ai refusé d'arrêter. Heure après heure, les assiettes s'entrechoquaient, les poils sifflaient, et mon corps continuait de bouger comme une machine. À la fermeture, mes bras pendaient inertes à mes côtés. Mariana a pressé 40 € dans ma paume, en espèces. Les billets étaient froissés et humides de savon, mais ils avaient le goût de la victoire. J'ai murmuré un merci et je suis retourné dans la nuit glaciale. Sur le chemin de la gare, j'ai acheté un sandwich à un vendeur de rue. À mi-chemin, j'ai remarqué une femme recroquevillée près du trottoir, serrant une couverture remplie de vêtements. Ses yeux suivaient chaque bouchée que je prenais. Sans réfléchir, j'ai déchiré le sandwich en deux et je lui en ai tendu un morceau. Elle a souri, un sourire édenté mais sincère, et en le prenant, elle a penché la tête. « Ça sent bon ?» a-t-elle murmuré en montrant mon sac. Confuse, je l'ai légèrement ouvert. Un léger parfum de lavande s'en est échappé. La vieille bougie que j'avais emportée était encore intacte, celle que j'avais fabriquée des années auparavant, lors d'un rare après-midi où la maison avait été vide. Je me suis souvenu d'avoir fait fondre de la cire dans une vieille casserole, de l'avoir versée avec soin dans des bocaux dépareillés, les regardant durcir en quelque chose de fragile mais à moi. La femme a inspiré profondément, soupirant. « Magnifique !» a-t-elle chuchoté en fermant les yeux un instant. Son visage paraissait paisible, adouci par le parfum. Je suis partie avec une étrange boule dans la gorge. Cette petite bougie avait survécu à des années de négligence, à une douzaine de déménagements, et maintenant elle ravivait quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis si longtemps, la possibilité. De retour à la gare, l'épuisement m'a de nouveau terrassé. J'ai inséré ma carte dans le distributeur de l'autre côté de la rue, espérant y voir un petit solde de mon fonds d'études, quelque chose à quoi me raccrocher.
L'écran a clignoté. Solde 0 €. Mon estomac s'est noué. Les mains tremblantes, j'ai affiché l'historique des transactions. C'était là, de multiples retraits, tous au nom de Marguerite Dubois. Billets de concert, boutique de luxe, cours particulier pour Lise. Mon souffle s'est coupé. Elle n'avait pas seulement volé mon avenir une fois. Elle continuait de voler, utilisant toujours mon nom comme s'il lui appartenait. J'ai titubé jusqu'au banc, mon corps tremblant plus de froid que de rage. Une fureur brûlante a traversé l'engourdissement. Toutes ces nuits où j'avais eu faim, toutes les heures que j'avais travaillé, chaque sacrifice que j'avais fait, et elle continuait de planter ses griffes dans ma vie. Mais alors que la fureur retombait, autre chose s'est élevée, un fil d'acier enroulé serré dans ma poitrine. Si Marguerite Dubois pouvait voler mon avenir, alors j'en construirais un si vaste, si intouchable, qu'elle ne pourrait jamais l'atteindre. Le lendemain matin, Mariana m'a trouvé en train de récurer des casseroles avec une précision mécanique. Elle a haussé un sourcil. Besoin de plus d'heures? Oui, ai-je dit rapidement, désespéré. Mon ami possède un café, a-t-elle dit en s'essuyant les mains sur son tablier. Il a besoin d'aide. Ça t'intéresse? Je me suis figé, l'éponge dégoulinant de mousse sur mes chaussures. 2 emplois signifiaient 2 fois plus d'épuisement, mais aussi 2 fois plus de vitesse d'évasion. Quand puis-je commencer? Ce soir-là, après mon service chez Mariana, je suis entré dans le grain et mousse, le café de son ami. L'odeur de l'espresso m'a enveloppé comme une couverture. Des clients faisaient la queue au comptoir et le bourdonnement des conversations remplissait l'air. Le propriétaire, un homme au sourire aimable, m'a tendu un tablier. Baisse la tête, continue de bouger et souris, m'a-t-il conseillé. J'ai hoché la tête, l'enfilant. Ma main a tremblé en manipulant la machine à expresso, mais lentement, j'ai trouvé un rythme. Le salaire n'était pas élevé, mais quand j'ai tenu ce premier chèque, un vrai chèque avec mon nom proprement tapé dessus, j'ai failli pleurer. Chaque euro était une brique dans le mur que je construisais entre moi et les voix qui m'avaient écrasé pendant des années. Pourtant, chaque nuit, quand je m'effondrais sur mon mince matelas à la gare ou dans la chambre bon marché que j'avais trouvée, la peur me rongeait. Combien de temps pourrais-je tenir? Combien de temps avant que l'épuisement ne me brise? Mais alors, j'allumais cette bougie à la lavande. La flamme dansait, têtue et petite, mais elle remplissait la pièce d'un réconfort que je n'avais jamais trouvé dans la maison de mes parents. Je fixais la lueur et je pensais, peut-être que c'est la graine de quelque chose de plus grand. Et je me suis accroché à cette pensée, même si les ombres du passé tentaient de l'étouffer. Le réveil a sonné à 4 heures du matin, strident et impitoyable. J'ai roulé hors du matelas affaissé de ma chambre de bonne, chaque muscle hurlant après le double service de la veille. Mes doigts étaient crevassés par le produit vaisselle, mon dos encore raide d'avoir transporté des bacs d'assiettes chez Mariana, et mes yeux piqués à cause de la vapeur des machines à expresso du grain et mousse. Je me suis traîné debout malgré tout. Le loyer n'allait pas se payer tout seul. À l'aube, j'étais de nouveau au restaurant, le tablier déjà humide de projection de graisse. J'ai récuré des poêles jusqu'à ce que le métal brille, j'ai porté des piles d'assiettes qui me dépassaient, et j'ai continué à bouger jusqu'à ce que mon corps se fonde dans la routine. À midi, j'ai traversé la rue pour aller au café, nouant un deuxième tablier autour de ma taille. La cloche tintait sans cesse alors que les clients s'entassaient, commandant des lattes compliquées et s'énervant quand je me trompais de sirop. J'ai demandé vanille sans sucre, pas vanille normale, a sèchement lancé une femme en blazer crème, me tendant la tasse. Son rouge à lèvres était parfait, son ton venimeux. Pourquoi embauche-t-il des gens qui ne savent pas faire leur travail? Mes joues ont brûlé, mais j'ai forcé un sourire. Je vais vous le refaire? À l'intérieur, la rage bouillonnait comme du lait brûlant dans le mousseur. Si seulement elle savait. Si seulement l'un d'eux savait que je n'avais pas mangé un repas correct depuis 2 jours, que je partageais ma vie entre des éviers pleins de vaisselle et des comptoirs pleins de taches de café juste pour éviter de dormir à nouveau sur le sol de la gare. J'ai refait sa boisson 1 fois, 2 fois, jusqu'à ce qu'elle l'accepte finalement avec un reniflement de dédain. À la fermeture, je me suis effondré sur la chaise de la salle de pause, les mains tremblant à cause de la caféine et de l'épuisement. Cette nuit-là, en rentrant dans ma minuscule chambre, les ressorts du matelas s'enfonçaient dans mon dos. Je n'ai même pas pris la peine de me changer. Je suis resté allongé, fixant le plafond fissuré, trop fatigué pour même pleurer. Puis, un léger parfum a flotté dans l'air. Lavande. Mes yeux se sont tournés vers le coin où la vieille bougie que j'avais emportée de chez mes parents était posée sur la commode. Je l'ai rapprochée, l'allumant avec la dernière allumette de la boîte. La petite flamme a vacillé, incertaine, puis est devenue stable. Le parfum m'a enveloppé, doux et familier. Je me suis souvenu de la première fois que j'en avais fait une, faisant fondre des restes de cire dans une vieille casserole pendant que ma famille faisait des courses pour l'anniversaire de Lise. J'avais versé la cire dans des bocaux vides récupérés dans le bac de recyclage, fier des couleurs que j'avais soigneusement superposées. Pendant quelques minutes, j'avais eu le contrôle de quelque chose de beau. Le souvenir s'accrochait à moi maintenant, comme une bouée de sauvetage.
Mon corps se brisait, ma fierté était usée, mais voici la preuve que je pouvais créer au lieu de simplement endurer. Je me suis assise, fixant mon ordinateur portable sur le bureau bancal. Le solde de mon compte en banque affichait un maigre 212,47 €. À peine assez pour le loyer, à peine. Assez pour les courses. Si je le dépensais en fournitures et que j'échouais, je n'aurais rien. La voix de ma mère a sifflé dans ma tête. Tu vas échouer. Tu échoues toujours. J'ai hésité, le doigt planant au-dessus de la souris. Puis, lentement, j'ai cliqué sur « Passer la commande ». Cire, huiles essentielles, bocaux, mèches. Tout ce dont j'avais besoin pour réessayer. 3 jours plus tard, ma chambre était remplie de l'odeur chaude de la cire fondante. Je mesurais les températures de manière obsessionnelle, testais les ratios de parfum, ajustais les couleurs jusqu'à ce qu'elles se superposent comme des couchers de soleil dans le verre. Mes doigts étaient couverts d'ampoules à cause de la chaleur, mes comptoirs tachés de colorant, mais chaque bougie durcissait en quelque chose de tangible, quelque chose à moi. La nuit, je les photographiais sous la lumière crue de la salle de bain, essayant de leur donner un air professionnel. Je tapais des descriptions qui ressemblaient à des prières murmurées, réconfort, paix, une flamme pour vous guider. J'ai téléchargé les photos, le cœur battant, et j'ai cliqué sur « Publier ». La boutique était en ligne, flamme lunaire bougie. J'ai rafraîchi la page de manière obsessionnelle entre mes services au café, attendant quelque chose, n'importe quoi. Les jours ont passé. Rien. Ma confiance a diminué à chaque rafraîchissement. La voix de ma mère est devenue plus forte. Qu'est-ce qui t'a fait croire que quelqu'un voudrait de ça? Puis, un après-midi, alors que je nettoyais des tasses dans l'évier du café, mon téléphone a vibré. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. A notification. Mon souffle s'est coupé. Vous avez réalisé une vente. Mes genoux ont fléchi et j'ai dû m'agripper au comptoir. Quelqu'un, un parfait inconnu, avait payé 12 € pour une de mes bougies. J'ai fixé la confirmation de commande jusqu'à ce que ma vision se brouille. 12 € ne suffisaient pas à changer ma vie, mais c'était une preuve. La preuve que je n'étais pas invisible, que quelque chose que j'avais créé pouvait être désiré. Cette nuit-là, j'ai enveloppé la bougie avec soin dans du papier craft, je l'ai attachée avec de la ficelle et j'ai glissé une note de remerciement manuscrite à l'intérieur. Mes mains tremblaient en déposant le paquet au comptoir de la poste. Je suis sortie en souriant pour la première fois depuis des mois. Mais l'euphorie a duré moins d'une semaine. 8 jours plus tard, les avis ont commencé. Mauvaise qualité. Arrivée cassée. Sans les produits chimiques. Le pire achat de ma vie. Mon estomac s'est noué en lisant les noms d'utilisateurs. Marguerite 1962, Lise Achat. Mon pouce est emballé dans mes oreilles. Elle m'avait trouvé. Ma mère et ma sœur ne s'étaient pas contentées de voler mon argent et d'effacer mon enfance. Elles voulaient empoisonner même cette petite lueur d'espoir. Plus tard dans la nuit, j'ai découvert un fil de discussion sur un forum. Le nom d'utilisateur de Lise était sans équivoque. Elle se moquait de ma pathétique petite boutique de bougies, riant de mes tentatives désespérées d'exister. Je me suis effondrée sur le matelas, mon ordinateur portable glissant de mes genoux. Des larmes chaudes ont brûlé ma peau. Tout ce que je voulais, c'était construire quelque chose à moi, et elle s'était encore immiscée dans ma vie, me tirant vers le bas. J'ai pensé aux nuits où j'avais été exclue des dîners de Noël, aux anniversaires oubliés, aux fonds d'études volés, au blâme incessant, et maintenant à ce sabotage déguisé en critique. Pendant longtemps, je suis restée assise en silence, les poings serrés, la gorge douloureuse de sanglots retenus. Mais quelque part sous le désespoir, quelque chose de plus froid s'est agité. Un murmure, aussi stable que la flamme d'une bougie. S'ils veulent que je reste à terre, alors je m'élèverai plus haut qu'ils ne pourront jamais atteindre. J'ai soufflé la bougie à la lavande, regardant la fumée s'élever en volute. Demain, je la rallumerai. Demain, je recommencerai. Ils avaient presque tout pris, mais ils n'avaient pas pris mes mains, ma volonté, ni la braise qui brûlait dans ma poitrine. Et ça, ai-je décidé, c'était suffisant pour recommencer. La cloche au-dessus de la porte du café a tinté alors que j'essuyais le comptoir, l'épuisement pesant sur mes épaules. Mon téléphone a vibré dans la poche de mon tablier, et quand je l'ai sorti, je me suis figée. Une notification illuminait l'écran. Vous avez réalisé une vente. Mon souffle s'est coupé. Puis un autre bip, et un autre. Mes genoux ont presque fléchi en lisant les mots que j'avais désespérément attendus. De vraies commandes, de vrais clients. Mes mains tremblaient alors que je me dépêchais de rentrer chez moi cette nuit-là. Le couloir de mon immeuble empestait la cigarette froide, le radiateur cliquetait comme s'il était en train de mourir, mais je m'en fichais. J'ai disposé chaque bocal et chaque bougie avec soin sur la table de cuisine ébréchée, les enveloppant dans du papier craft, attachant chacun avec de la ficelle. J'ai glissé des notes manuscrites à l'intérieur, des lignes maladroites et sincères comme « Merci de soutenir les petites entreprises », parce que c'était important pour moi que quelqu'un sache à quel point sa commande comptait.
Quand j'ai déposé les colis à la poste le lendemain matin, ma poitrine s'est gonflée de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, l'espoir. La femme derrière le comptoir a souri en voyant ma pile de boîtes. Une boutique qui marche bien, a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête, la gorge trop serrée pour répondre. Une boutique qui marche bien. Ma boutique. Pendant les jours suivants, j'ai vécu sur l'adrénaline. Entre mes services au restaurant de Mariana et au grain et mousse, je vérifiais constamment mon téléphone. Chaque bip était une étincelle, un rappel que peut-être, juste peut-être, je n'étais pas condamnée à être invisible pour toujours. J'ai commencé à imaginer un avenir où je n'étais pas seulement le bouc émissaire, la pauvre sœur, la fille oubliée. Puis, un matin, alors que je versais le latte d'un client, mon téléphone a de nouveau vibré. Je l'ai sorti de ma poche, m'attendant à une autre commande. Au lieu de cela, les mots sur l'écran ont tordu mon estomac. Avis publié, 1 étoile. J'ai fixé l'écran, mes paumes devenant moites. Mauvaise qualité. Sans les produits chimiques. Ne gaspillez pas votre argent. J'ai dégluti difficilement, essayant de l'ignorer. C'était peut-être une erreur, peut-être que l'expédition s'était mal passée. Mais en quelques heures, un autre avis est apparu, puis un autre, chacun plus venimeux que le précédent. Travail d'amateur. Bocolades. Arnaque totale. Cette nuit-là, j'étais assise, voûtée à mon bureau, mon visage éclairé uniquement par la lueur de mon ordinateur portable. Mon souffle s'est accéléré alors que je faisais défiler les noms d'utilisateurs, Marguerite 1962, Lisa Chat. Le sang a quitté mon visage. Mes mains tremblaient au-dessus du clavier. Ma mère et ma sœur. Elles m'avaient trouvé. Même ici, même dans cette nouvelle vie fragile que j'essayais de construire, elles s'étaient frayé un chemin. Ma poitrine s'est contractée comme si des mains invisibles me pressaient, me forçant à retourner dans l'ancien cycle. Blâme, humiliation, effacement. Elle ne se contentait pas de voler mon fonds d'études, de m'exclure des fêtes, de me dire que personne ne voulait de moi. Maintenant, elle voulait saboter la seule chose que j'avais créée pour moi-même. Des larmes ont brûlé mes yeux, mais j'ai refusé de les laisser couler. J'ai quitté la page de la boutique, et contre mon gré, j'ai ouvert le forum. Le fil de discussion m'a frappé comme un coup de poing. Des messages se moquant de moi, des captures d'écran de mes bougies, des légendes suintant le mépris. Pathétique petite boutique de bougies. Tentative désespérée d'exister. Le nom d'utilisateur était sans équivoque celui de Lise. L'écran de mon ordinateur portable s'est brouillé alors que les larmes ont finalement coulé. J'ai serré les poings, mes ongles creusant des croissants dans mes paumes. J'avais travaillé en double, dormi dans des gares, souffert de la faim juste pour économiser quelques euros pour de la cire et des bocaux, et elle riait. Je me suis recroquevillée sur le matelas, les genoux contre ma poitrine, la vieille bougie à la lavande brûlant à côté de moi, sa flamme vacillant, têtue, contre le courant d'air qui se faufilait par la fenêtre fissurée. J'ai fixé la lueur, me remémorant chaque moment où j'avais été mise de côté, chaque fois qu'elle l'avait choisi à ma place. Un bruit au comptoir du café m'a surprise le soir suivant. Chloé, ma collègue aux cheveux bleus électriques, a penché la tête, me regardant manipuler maladroitement la caisse. « Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? On dirait que tu prépares un meurtre. » J'ai cligné des yeux rapidement, essuyant mes larmes. « Je vais bien. »« Ouais, et moi je suis la reine d'Angleterre », a-t-elle dit en croisant les bras, refusant de bouger jusqu'à ce que je croise son regard. Raconte. Quelque chose dans son expression a fissuré mes défenses. Les mots ont jailli, la boutique en ligne, la première vente, le sabotage, les avis, le fil de discussion. Ma voix tremblait, la honte suintant de chaque confession. Je me suis préparée à la pitié ou à la moquerie. Au lieu de cela, les yeux de Chloé se sont illuminés de feu. Mac. Illinois T. Faux TikTok. J'ai cligné des yeux. Quoi ? Tu m'as entendu. TikTok. Les réseaux sociaux. C'est là que les gens explosent. C'est là que les petites entreprises se font voir. Elle a souri, sortant déjà son téléphone. Et heureusement pour toi, je suis douée pour ça. Avant que je puisse protester, elle arrangeait mes échantillons de bougies sur le comptoir, ajustant la lumière pour capter le scintillement de la cire. Elle a filmé avec une aisance pratiquée, sa voix enjouée et brillante. Les petites entreprises méritent d'être soutenues. Trouvons des commandes pour cette fille. Je voulais l'arrêter, lui dire que c'était inutile, que ma famille me retrouverait, qu'ils empoisonneraient tout ce que je parviendrais à toucher de bien. Mais Chloé m'a regardé avec une telle certitude que, pour la première fois depuis des semaines, j'ai laissé quelqu'un d'autre porter le fardeau. Cette nuit-là, je suis rentrée chez moi, convaincue que rien n'en sortirait. Juste une autre impasse. J'ai posé la bougie sur ma table de chevet, je me suis allongée et j'ai fermé les yeux. Le lendemain matin, mon téléphone a vibré avant le réveil. J'ai grogné en l'attrapant. Puis je me suis redressée d'un coup. 10 000 vues. Mon pouce a tremblé en rafraîchissant. 20 000. Puis 50 000.
Les commentaires affluaient. Ces bougies ont l'air incroyables. Je soutiens les petites entreprises. Où puis-je acheter? Ma boîte de réception en ligne a explosé de commandes. 10, 50, 100. J'ai laissé tomber le téléphone sur le lit, la poitrine haletante. Mon pouls rugissait plus fort que le radiateur. J'ai pressé mes deux mains sur ma bouche pour étouffer le sanglot qui s'est échappé. Après tout leur sabotage, après toute leur cruauté, des inconnus voulaient ce que j'avais créé. La flamme se propageait, et cette fois, ils ne pourraient pas l'éteindre. Je me suis réveillée au son de mon téléphone qui vibrait sans arrêt, l'écran illuminant la pièce sombre comme un stroboscope. Au début, j'ai cru que c'était un autre cauchemar, ma mère appelant encore et encore, Lise laissant des messages cruels. Mais quand mes yeux se sont faits à la lumière, les chiffres m'ont coupé le souffle. 10,000 views, 20,000, 50,000. Mon pouls battait la chamade alors que je parcourais les commentaires. Ces bougillons. L'air incroyable, je soutiens les petites entreprises, où puis-je commander? Ma boîte de réception de la boutique était inondée de notifications, les commandes s'empilant les unes sur les autres. 50 cents, 2 cents. J'ai mis une main sur ma bouche, mi-riant, mi-sanglotant. C'était réel. Des gens que je n'avais jamais rencontrés voulaient ce que j'avais fait. Ils me voulaient. Le temps que je termine mon service au restaurant, mon téléphone avait presque surchauffé. Je me suis dépêchée de rentrer dans mon petit appartement et je me suis retrouvée entourée de boîtes, de bocaux, de mèches et de cire. Ma table de cuisine a disparu sous des montagnes de fournitures. J'ai travaillé toute la nuit, versant, étiquetant, emballant chaque bougie comme si c'était un trésor fragile. Le bout de mes doigts était couvert d'ampoules à cause de la chaleur, mes cheveux collés à mes tempes, mais chaque fois que je fermais un paquet avec du ruban adhésif, je me sentais plus légère. Chloé est arrivée après son propre service au grain et mousse, déposant des plats à emporter sur le comptoir. « Tu es une machine ?» a-t-elle dit en prenant des photos pour TikTok. Elle a souri. Les gens adorent les coulisses. Tu deviens virale, Emily. Continue. Je voulais m'effondrer, mais l'adrénaline était plus forte que l'épuisement. Pour une fois, je ne survivais pas seulement, je construisais. 2 jours plus tard, j'ai ouvert mes emails et je me suis figée. L'objet du message disait « Opportunité de partenariat ». Mes mains tremblaient en cliquant dessus. Luxe Arome, une entreprise de parfums de luxe, voulait discuter d'une collaboration. J'ai lu le message 3 fois, craignant d'halluciner. Les mots brillaient en retour, indéniables. Mais dès que l'excitation est montée, le doute a suivi. La voix de ma mère a murmuré dans ma tête « Tu ne seras jamais assez bien. Tu échoueras, comme toujours. » Ma poitrine s'est serrée. Et s'ils avaient raison? Et si je gâchais cette chance, comme ils l'avaient toujours prédit? Puis je me suis souvenu des visages dans les commentaires, des étrangers qui m'encourageaient. J'ai pensé à Chloé, les mains tachées de cire à côté des miennes, riant alors que nous emballions les commandes. Et pour la première fois, ma propre voix a couvert l'écho de celle de ma mère. « Dites oui ?» J'ai répondu avec des doigts tremblants, acceptant un appel. Les commandes continuaient d'affluer. 300 unités expédiées avant vendredi. Le solde de mon compte en banque augmentait à chaque dépôt. Il ne s'agissait pas seulement d'argent. C'était la preuve. La preuve que je n'étais pas la pauvre Émilie, le bouc émissaire, l'oubliée. J'étais une chef d'entreprise, une fondatrice, une femme qui s'était extirpée des ombres et avait allumé son propre chemin. Le studio improvisé est devenu un champ de bataille de carton et de papier bulle. Chloé a appelé 2 autres amis, et ensemble, nous avons monté une chaîne de montage dans mon appartement. C'est de la folie, a-t-elle ri en griffonnant des étiquettes pendant que je scellais les bocaux. Tu es officiellement une entreprise maintenant. Le mot « entreprise » s'est logé dans ma poitrine. Pendant des années, entreprise avait signifié les promesses chuchotées de mes parents concernant l'héritage, toujours suspendues juste hors de ma portée. Maintenant, cela signifiait quelque chose qui m'appartenait entièrement. La nuit, j'allumais une de mes bougies à la lavande et à la sauge et je m'asseyais en tailleur sur le sol, inhalant le parfum. J'ai pensé aux mots de Lise au gala, « Personne ne veut de toi ici ». J'ai regardé autour de moi les dizaines de paquets qui attendaient d'être expédiés, chacun avec mon nom sur l'étiquette de retour. Des milliers d'inconnus me voulaient. Ils payaient pour moi. Et pour une fois, je ne me sentais pas invisible. Un soir, alors que je fermais la dernière boîte, mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, ce n'était pas une commande. C'était une notification bancaire. Mes revenus mensuels venaient de dépasser ce que je gagnais en 3 mois au restaurant et au café réunis. Ma gorge s'est nouée d'incrédulité. Des larmes ont brouillé ma vision alors que je murmurais à voix haute « C'est moi qui ai fait ça ». J'ai appelé Mariana chez elle le lendemain, la voix tremblante. Je crois que je dois démissionner. Il y a eu une pause, puis son rire chaleureux a résonné dans le téléphone. Was war ma petite? Va construire ton empire. Au grain et mousse, j'ai rendu mon tablier au gérant.
Chloé m'a serré si fort dans ses bras que j'ai failli perdre le souffle. Vas-y, patronne, a-t-elle chuchoté. Cette nuit-là, je me tenais seule dans mon appartement, entourée de bocaux empilés jusqu'au plafond. Les lumières de la ville scintillaient à travers les stores fissurés. J'ai murmuré pour moi-même, du bouc émissaire à la fondatrice. La bougie à la lavande vacillait à côté de moi, sa flamme stable, inflexible. J'ai fermé les yeux, laissant la chaleur s'infiltrer dans mes os. Le rire de Lise, le mépris de ma mère, tout cela s'est estompé au loin. La seule voix qui comptait maintenant était la mienne. Et elle disait, ce n'est que le début. Le premier jour où je suis entrée dans mon nouvel atelier à Lyon, j'ai à peine reconnu ma propre vie. L'espace était petit, un entrepôt reconverti avec de la peinture écaillée et des tuyaux apparents, mais pour moi, il ressemblait à la liberté. J'ai installé des tables pliantes, empilé des bocaux en rangées nettes, aligné les mèches comme des soldats attendant les ordres. L'air s'est bientôt rempli de l'odeur de la lavande et de la sauge, la cire chaude recouvrant les murs comme une seconde peau. Pendant des années, mes parents m'avaient rappelé que je n'avais rien. Maintenant, j'avais ça, 4 murs de vision et un feu intérieur qui refusait de s'éteindre. À la fin de la première semaine, j'avais expédié 300 unités. Ma boîte de réception bourdonnait de demandes de vente en gros. Une petite boutique à Bordeaux voulait 50 bougies par mois, une autre à Strasbourg en voulait 75. Mon téléphone sonnait constamment, non pas avec des appels de ma mère ou de ma sœur cette fois, mais avec des commandes, des factures, des paiements. Les chiffres de mon compte en banque ont grimpé jusqu'à ce que je doive vérifier le solde juste pour y croire. Un mardi matin gris, Chloé a fait éruption, agitant son téléphone comme un trophée. « Émilie, tu es dans le journal. » Elle m'a tendu l'écran. Un titre du journal économique local me fixait, une jeune entrepreneuse bâtit un empire de la bougie à partir de rien. Ma photo était granuleuse, tirée de ma vidéo TikTok, mais c'était moi. Mon nom, mon travail, mon histoire. Je me suis assise sur un tabouret, l'article se brouillant alors que des larmes me piquaient les yeux. Empire. Ce mot a frappé plus fort que les applaudissements, plus fort que le profit. Toutes ces matinées de Noël où Lise déballait des sacs à main de créateurs pendant que je tirais sur des manteaux de friperie, tous ces dîners de famille où des tartes brûlées devenaient ma faute, tous ces anniversaires oubliés, tout cela menait ici. C'était mon cadeau de Noël, mon festin de famille, ma célébration d'anniversaire, tout en un. Ce soir-là, j'ai ouvert une bouteille de champagne bon marché que Chloé avait apportée en douce, et nous avons trinqué au milieu des boîtes éclairées à la bougie. Pour la première fois, je ne me sentais pas comme une ombre. Mais le succès a une façon de ramener le passé à la lumière. 2 jours plus tard, Chloé est revenue avec un journal plié sous le bras. Son expression était tendue. « Tu dois voir ça. » Elle l'a posé sur la table. Le titre m'a frappé comme une gifle. Une famille locale menacée de saisie après des années de mauvaise gestion. La maison de mon enfance me regardait depuis la photo granuleuse. Le revêtement jaune s'écaillait, la pelouse était en friche, les volets pendaient de travers. L'article disait que Marguerite Dubois, ma mère, avait 3 mois de retard sur ses paiements hypothécaires, noyée sous les dettes de cartes de crédit. J'ai tracé le contour de la maison du bout du doigt, me souvenant de l'odeur du produit à polir au citron, de la façon dont les fenêtres brillaient le matin de Noël, l'endroit même où elle m'avait dit un jour que je n'étais pas la bienvenue. « Ce n'est pas mon problème », ai-je murmuré en pliant le journal. Pourtant, cette nuit-là, je n'ai pas pu me défaire de l'image. La maison qui m'avait autrefois dominée comme une prison s'affaissait maintenant sous le poids de sa propre décadence. Le karma lui avait arraché son armure. Les nouvelles se sont répandues rapidement. Une ancienne voisine m'a envoyé un message sur Instagram, triste de voir les Dubois perdre leur maison. J'ai entendu dire que Lise avait aussi abandonné ses études. Mon estomac s'est noué alors que je tapais une réponse polie. Le lendemain matin, la confirmation est venue. Un camarade de lycée m'a transféré un lien vers les archives du conseil de discipline de l'université. Lise avait été surprise à de multiples reprises en train de tricher, avait échoué à ses cours, avait des prêts en défaut. Pas de stage, pas d'emploi. J'ai fixé son nom sur la page, un vide à l'intérieur. Lise, l'enfant en or, la parfaite, la fille autour de laquelle ils avaient construit tout le mythe familial, était maintenant un exemple à ne pas suivre. Mais je ne ressentais pas de satisfaction, pas exactement. Je ressentais de la distance, comme si je lisais l'histoire d'étrangers. Tard un soir, alors que je scellais un autre lot de boîtes, mon téléphone a vibré. L'identifiant de l'appelant était inconnu, mais l'indicatif régional m'a coupé le souffle, celui de la maison. J'ai hésité, le pouce planant, puis j'ai répondu. « Emily ?» La voix de ma mère a craqué dans le téléphone. La dureté que je connaissais si bien avait disparu. À sa place se trouvait quelque chose de fragile, presque suppliant. « Ma chérie, tu nous manques. La famille devrait rester unie. Ta sœur a des difficultés. Nous en avons tous. Nous avons besoin de toi. » J'ai pressé mes lèvres l'une contre l'autre, laissant le silence s'étirer.
Pendant des décennies, je m'étais noyé dans la culpabilité et l'obligation à ces mots. Mais maintenant, ils glissaient sur moi comme de l'eau. J'ai mis fin à l'appel sans un mot. Les SMS ont commencé immédiatement. Je sais que j'ai été une mauvaise sœur, a écrit Lise. J'étais jalouse. Tu as toujours été meilleure que moi. S'il te plaît, Émilie, je n'ai nulle part où aller. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que les mots se brouillent, puis j'ai bloqué les 2 numéros. 3 jours plus tard, Chloé a de nouveau fait irruption dans l'atelier, les yeux écarquillés. Tu es de nouveau virale, mais pas pour les bougies cette fois. Elle m'a tendu son téléphone. Sur l'écran se trouvait une publication Facebook de Madame Chen, notre ancienne voisine, la femme qui me glissait des biscuits supplémentaires quand je l'aidais dans son jardin. Ces mots défilaient, longs et stables. J'ai vu Émilie Dubois être blâmée pour des choses qu'elle n'a pas faites toute sa vie. Je l'ai vue traitée comme une domestique pendant que Lise était vénérée. Maintenant qu'Émilie a une entreprise prospère, soudainement ils la veulent. Où était cet amour quand elle cumulait 3 emplois pour survivre? La section des commentaires a explosé d'accord. D'anciens camarades de classe sont intervenus, racontant leurs propres histoires, m'ayant vu humilier, ayant vu Lise tricher et mentir tout au long de sa scolarité. Un ancien professeur a même confirmé. Message après message, partage après partage, la façade brillante que ma mère avait construite autour de son enfant en or s'est effondrée. J'ai fait défiler le fil d'actualité, la poitrine serrée. Pendant si longtemps, j'avais cru que personne ne me voyait, que ma douleur disparaissait dans le vide. Mais maintenant, la vérité était criée pour que le monde entier l'entende. J'ai posé le téléphone, fixant les piles de bougies prêtes à être expédiées. La cire refroidie était lisse et parfaite sous mes doigts. Pour la première fois, l'histoire n'était pas sur ce qu'ils m'avaient pris. Elle était sur ce que j'avais construit malgré eux. Et alors que la maison qui m'avait autrefois enfermée pourrissait, alors que la sœur qui se moquait de moi sombrait dans la ruine, j'ai senti une certitude tranquille fleurir dans ma poitrine. Les rôles s'étaient enfin inversés. La voix de la réceptionniste a vacillé quand elle a appelé mon bureau. « Émilie, il y a 2 femmes ici qui demandent à vous voir. Elles disent qu'elles sont votre famille. » Je le savais avant même qu'elles ne prononcent leur nom. Un calme froid s'est installé en moi alors que je me levais de mon bureau, lissant les manches de mon blazer. À travers les murs de verre du hall, je les ai repérées avant qu'elles ne me voient. Ma mère, dans un manteau délavé qui avait été autrefois de marque, sa posture rigide mais fragile. Et Lise à ses côtés, les cheveux mous, le visage creux, l'étincelle disparue de ses yeux. Elle semblait petite contre les sols en marbre lisse et l'art moderne que j'avais soigneusement choisi pour remplir cet espace. Quand elles m'ont aperçu approcher, toutes 2 se sont redressées. Les yeux de ma mère ont balayé le hall, calculant, évaluant la valeur de tout, de la peinture abstraite au mur aux chaises ergonomiques. Puis elle a enfilé son meilleur masque, sa voix se brisant juste aux bons endroits. « Émilie, ma chérie », a-t-elle dit en tendant la main vers moi. « Nous avons fait des erreurs, je le vois maintenant. Mais nous sommes toujours une famille. » Le son de sa voix m'appelant, « Ma chérie », après des décennies de mépris raclait comme du verre brisé. Lise s'est avancée, ses mains se tordant, son ton vacillant de désespoir. « Après tout, tu ne nous abandonnerais pas, n'est-ce pas? Nous sommes ton sang. La famille, ça s'entraide, non ?» J'ai laissé le silence s'étirer, l'écho de mes talons remplissant l'espace alors que je croisais les bras et penchais la tête. Leurs yeux cherchaient des failles sur mon visage, un signe de l'ancienne Émilie qui se pliait et se brisait pour leur plaire. Mais elle était partie. « Ah oui ?» ai-je demandé doucement. « Où étiez-vous quand j'avais besoin d'aide ?» La question est tombée dans l'air comme de la glace. Ma mère a cligné des yeux, ses lèvres s'entr'ouvrant. Je n'ai pas attendu de réponse. « Où étiez-vous pour mes anniversaires, quand je recevais des manteaux d'occasion pendant que Lise déballait des sacs à main? Où étiez-vous quand vous avez volé mon fonds d'études pour payer ses tuteurs? Où étiez-vous à ce dîner de famille quand vous m'avez blâmé pour une tarte brûlée que je n'avais pas touchée? Où étiez-vous quand vous m'avez dit, dans une salle de bal remplie d'inconnus, que personne ne voulait de moi ici? » Ma mère a tressailli comme si je l'avais giflée. Le menton de Lise a tremblé, sa lèvre prise entre ses dents. Nous pensions que tu t'en sortirais seule, a balbutié ma mère, le masque glissant. Les larmes de comédie se sont asséchées, ne laissant que la panique brute. J'ai souri froidement. Vous aviez raison. Je m'en suis sortie. Je vais bien. Et je l'ai fait sans vous. Les yeux de Lise se sont remplis de larmes. Je n'étais qu'une enfant, je ne savais pas. J'ai croisé son regard, fermement. Maintenant, tu es une adulte. Et être une adulte, ça signifie faire face aux conséquences de ses choix. Bienvenue dans le monde réel. Le silence qui a suivi était lourd, rompu seulement par le bourdonnement étouffé de la ville derrière les murs de verre. J'ai cherché dans le tiroir de mon bureau et j'en ai sorti 2 billets de bus. Aller simple pour notre vieille ville. L'endroit où ma mère jurait de ne jamais retourner, où les maisons se penchent trop les unes sur les autres et où les rêves suffoquent avant de pouvoir éclore. Je les ai posés avec soin sur la table basse en verre. Je ne vous laisserai pas sans rien,
ai-je dit d'un ton égal. Voici un moyen de rentrer. Prenez-le ou laissez-le. Lise a arraché l'un des billets, ses mains tremblantes. Elle l'a fixé un instant avant que son visage ne se torde de rage. Elle l'a déchiré en deux, le papier se déchirant brusquement dans le silence. Tu trouves ça drôle? Tu te crois meilleur que nous? J'ai lissé mon blazer, me redressant de toute ma hauteur. Non. Je sais que je le suis. Ma mère a regardé les morceaux déchiquetés éparpillés sur le sol immaculé. Pour la première fois de ma vie, elle n'a pas argumenté. Elle n'a pas ricané ni grondé. Elle est juste restée là, les yeux écarquillés, la bouche tremblante, comme si elle comprenait enfin la vérité. Son pouvoir sur moi avait disparu. Je me suis retournée, le claquement de mes talons résonnant sur le marbre alors que je me dirigeais vers mon bureau. Derrière moi, j'entendais la respiration saccadée de Lise, le sanglot étouffé de ma mère. Je n'ai pas regardé en arrière. J'avais passé assez de ma vie à regarder en arrière. Au seuil, j'ai fait une pause, une main sur le cadre de la porte. Cette entreprise, ai-je dit sans me retourner. Je l'ai construite de mes propres mains. Pas les vôtres. Pas les siennes. Les miennes. Et je continuerai à vivre sans vous. Je suis entrée, fermant doucement la porte vitrée derrière moi. À travers la vitre, je les ai vues, deux ombres d'elles-mêmes, éclipsées par un monde qu'elles ne pouvaient plus contrôler. La silhouette de la ville scintillait derrière les fenêtres de mon bureau, haute et intouchable. Pour la première fois, j'ai senti le poids se soulever de mes épaules. Je n'étais plus le bouc émissaire. Je n'étais plus invisible. J'étais libre. Le trajet de retour vers ma ville natale ressemblait à une plongée dans un rêve à moitié oublié. L'autoroute s'est rétrécie en une route de banlieue fissurée, les lampadaires vacillant sur des trottoirs déformés par les racines des arbres. J'ai ralenti à l'approche de la rue familière, ma prise se resserrant sur le volant. La maison se tenait au bout de la rue, voûtée hélas, une coquille de ce qu'elle avait autrefois prétendu être. Les volets pendaient de travers, la peinture s'écaillait en lambeaux et les mauvaises herbes étouffaient la cour où ma mère se vantait autrefois de ses roses parfaites. Un panneau, à vendre, tordu se balançait dans le vent d'automne, grinçant sur des clous rouillés. Je me suis garé de l'autre côté de la rue, laissant le moteur tourner au ralenti avant de le couper. Pendant un long moment, je n'ai pas pu bouger. Ma buée a embué le pare-brise, mon cœur battant comme si j'étais de nouveau une enfant, attendant d'être convoquée à l'intérieur pour endosser la responsabilité de quelque chose que je n'avais pas fait. Finalement, je me suis forcée à sortir de la voiture. L'air était vif, avec une odeur de feuilles humides. Chaque pas sur l'allée fissurée semblait plus lourd, comme si le sol lui-même essayait de m'attacher au passé. La porte d'entrée était entr'ouverte. Je l'ai poussée doucement et elle a grincé en s'ouvrant. Une bouffée d'air vicié m'a accueilli, transportant la poussière et la moisissure. À l'intérieur, le silence était suffocant. Des toiles d'araignée s'étiraient dans les coins, le papier peint cloquait à cause des dégâts des eaux, et la moquette portait des taches sombres que je ne voulais pas imaginer. Le salon semblait plus petit que dans mes souvenirs, ses murs se refermant. C'était la pièce où je m'étais tenue d'innombrables fois alors que les accusations de ma mère pleuvaient, la pièce où Lise s'était prélassée dans son rôle d'enfant en or, souriant narquoisement pendant que je prenais la punition. Je suis entrée plus loin, mes bottes craquant sur du verre brisé. La cheminée se dressait, noircie et froide. J'ai fermé les yeux et je l'ai vu vivement, le sapin de Noël scintillant, Lise déchirant des paquets coûteux pendant que les parents applaudissaient, mon propre cadeau d'un manteau de friperie pendant de mes mains. J'ai entendu l'écho de la voix de mon père, dédaigneuse. Ne fais pas la tête, Émilie. Sois reconnaissant. L'amertume s'accrochait à moi, même maintenant, des décennies plus tard. Je me suis dirigée vers la cuisine, la pièce où j'avais autrefois fait fondre de la cire en secret, la versant soigneusement dans des bocaux de récupération. À l'époque, c'était le seul endroit où je me sentais en contrôle, créant quelque chose de beau dans une maison bâtie sur le mensonge. Maintenant, les comptoirs s'affaissaient, recouverts de crasse. La porte du four pendait, la rouille s'écaillant de ses bords. Pourtant, je pouvais voir le fantôme de moi-même, penché sur une casserole cabossée, remuant de la cire avec une cuillère en bois, murmurant à personne. C'est à moi. À l'étage, le couloir a gémi sous mon poids. La porte de mon ancienne chambre a grincé quand je l'ai poussée. Les posters s'étaient décollés des murs, le matelas s'était effondré au milieu, la porte du placard pendait à une seule charnière. Pourtant, je pouvais presque sentir la faible trace d'encre et de papier des carnets que je remplissais de croquis et de plans, tous ayant été moqués ou volés. Ça avait été ma cage, l'endroit où je pleurais dans des oreillers pour étouffer le son. Dans la chambre principale, je me suis arrêtée. La commode était toujours contre le mur, le miroir fissuré en son centre. J'ai regardé mon reflet, brisé en morceaux dentelés et fracturés, tout comme je m'étais sentie si longtemps. Ma gorge s'est serrée, mais cette fois, ce n'était pas du désespoir. C'était de la clarté. De retour en bas, je suis retournée au salon. J'ai posé mon sac sur le manteau de la cheminée et j'en ai sorti une bougie. Lavande.
Le premier parfum que j'ai jamais créé. J'ai craqué une allumette, la flamme m'aveuglant brièvement alors qu'elle prenait. La cire a fondu lentement, libérant un parfum qui s'est enroulé dans l'air vicié. La chaleur s'est répandue, adoucissant les angles vifs de la pièce. Pendant un instant, je n'étais pas l'enfant bouc émissaire ou la fille invisible. J'étais la femme qui avait bâti une entreprise valant des milliards, qui avait transformé la douleur en création. Je me suis assise sur le canapé poussiéreux, fixant la petite flamme. Les souvenirs se sont heurtés, tous à la fois. La tarte que l'on m'avait reproché d'avoir brûlée, le sourire triomphant de Lise en ouvrant son ordinateur portable acheté avec mes économies, la main de ma mère se resserrant sur mon poignet alors qu'elle m'accusait de ruiner la famille. Les mots, les blessures, le poids. Ils planaient comme des ombres. Mais plus je fixais la flamme, plus ces ombres devenaient petites. J'ai murmuré dans la maison vide, « Non. Vous aviez tort. Je ne suis pas la raison pour laquelle cette famille s'est effondrée. Je suis la raison pour laquelle j'ai survécu. » Ma voix a résonné contre les murs fissurés, forte et stable. Le silence qui a suivi n'était plus oppressant. Il était libérateur. J'ai laissé la bougie brûler alors que je me levais et me dirigeais vers la porte. Un dernier regard en arrière, et j'ai réalisé que la maison n'était plus une forteresse. Ce n'était même plus une prison. C'était juste du bois, de la peinture et des fantômes. Et les fantômes n'ont de pouvoir que si vous le leur permettez. En sortant, le vent d'automne a soulevé mes cheveux, frais et propres. Le soleil couchant se déversait sur la rue, peignant la maison affaissée d'or. Elle avait presque l'air belle. Mais je savais mieux. La beauté, ici, avait toujours été un masque. Je suis montée dans ma voiture et j'ai démarré le moteur. Le téléphone a vibré dans le porte-gobelet. Le nom de Chloé a illuminé l'écran avec un message « Appelle-moi dès que possible ». La presse t'appelle la plus jeune milliardaire autodidacte. J'ai ri, un son qui semblait étrange dans ma poitrine, léger et vivant. Du bouc émissaire à la une des journaux. De la fille oubliée à la fondatrice. J'ai jeté un dernier regard dans le rétroviseur. La maison a rapetissé alors que je m'éloignais, s'effaçant dans l'arrière-plan de ma vie. Je ne lui appartenais plus. La route s'étendait devant, large et en attente. Pour la première fois, je ne fuyais pas le passé. Je conduisais droit vers mon avenir. L'entrepôt bourdonnait d'énergie alors que je franchissais les portes. Le ronronnement des machines et le bruissement du ruban adhésif d'emballage formaient une symphonie de progrès. Il y a 3 ans, je dormais sur un banc de gare avec 70 € en poche. Aujourd'hui, 20 employés se déplaçaient dans les allées, préparant les commandes de flammes lunaires bougies. Mon entreprise. Mon Empire. L'héritage que je m'étais taillé. Des palettes de bocaux étaient empilées contre les murs, l'air lourd de lavande et de sauge. J'ai inspiré profondément, laissant la fierté s'installer là où la honte avait autrefois vécu. Un camion de livraison a grondé en sortant du quai de chargement, et l'une de mes responsables m'a fait signe avec un presse-papier. Encore 3000 unités en partance pour l'Allemagne, a-t-elle dit. Ma signature semblait stable, confiante, même élégante. Les chiffres dansaient dans ma tête. Des contrats signés avec 2 grands détaillants, un chiffre d'affaires dépassant les 3 milliards d'euros de valorisation. La jeune fille qui cachait autrefois un manteau froissé sous le sapin de Noël était devenue la femme que les magazines d'affaires photographiaient désormais devant des horizons urbains. Pourtant, le succès signifiait plus pour moi que des comptes en banque. Cela signifiait prouver que j'étais plus que le bouc émissaire qu'ils avaient fait de moi. Cela signifiait réécrire le scénario. Et une partie de cette réécriture consistait à créer quelque chose au-delà de moi-même. Cet après-midi-là, je me suis rendue au centre communautaire du centre-ville. Le vieil édifice en briques grouillait de vie, ses fenêtres brillant contre le crépuscule hivernal. À l'intérieur, des tables pliantes étaient poussées les unes contre les autres, des carnets ouverts, des stylos crissants alors qu'un groupe de jeunes femmes se rassemblait. 30 d'entre elles maintenant, de tous âges, toutes avec des histoires de trahison gravées sur leurs visages. Certaines avaient été exclues de leur famille, d'autres manipulées, certaines mises de côté comme je l'avais été. Elles venaient ici pour plus que des leçons, elles venaient pour la preuve que la survie était possible. Je me suis assise en bout de table, posant une bougie qui vacillait vivement contre la faible lumière fluorescente. Ceci, ai-je dit en montrant la flamme, c'est ce que vous pouvez construire à partir des cendres qu'il laisse derrière vous. Maya était assise dans le coin, ses cheveux noirs tombant devant elle alors qu'elle dessinait nerveusement dans son carnet. 16 ans, avec des yeux trop vieux pour son âge. Elle avait été mise à la porte après avoir refusé d'abandonner l'école d'art pour la comptabilité, comme ses parents l'exigeaient. Je me voyais en elle, dans ses épaules voûtées et la façon dont ses doigts serraient le crayon comme si c'était sa dernière arme. Après le cours, elle est restée. Comment arrête-t-on d'avoir peur? A-t-elle demandé doucement, son regard fixe mais tremblant sur les bords. Peur qu'il revienne. Peur qu'il trouve un autre moyen de te faire du mal. J'ai pris sa main, sentant le léger tremblement dans ses doigts. On n'arrête pas, ai-je dit honnêtement. On n'arrête pas d'avoir peur. On arrête juste de laisser la peur nous contrôler.
Ses yeux ont brillé de larmes non versées. Je reconnaissais. Regard. C'était le regard que j'avais eu dans le miroir de la salle de bain des années auparavant, quand je m'étais murmuré que la liberté valait la peur. En la regardant redresser les épaules, j'ai senti le cycle se briser, juste un peu. Quand la session s'est terminée, j'ai traversé les couloirs du centre communautaire, les échos de rire me suivant. Chaque jeune femme portait son propre fardeau d'injustice, mais ensemble, elles se sentaient plus légères. Et en les aidant, je me sentais plus légère aussi. La vengeance m'avait porté loin, mais guérir les autres me portait plus loin encore. Cette nuit-là, je suis retournée à mon Penthouse, les lumières de la ville se déversant à travers les baies vitrées. Mon balcon surplombait un horizon qui m'avait autrefois semblé inaccessible. J'ai posé une bougie sur la balustrade et j'ai regardé sa flamme vaciller contre l'obscurité. Mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu. Je n'avais pas besoin de vérifier pour savoir que c'était elle. Ma mère, trouvant de nouvelles façons d'appeler depuis de nouveaux numéros. Je l'ai laissé sonner jusqu'à ce qu'il s'arrête. Puis il a de nouveau vibré. Cette fois, la voix de Lise a craqué sur un message vocal. « Émilie, s'il te plaît, je n'ai plus rien. J'ai été horrible avec toi, je le sais. Mais je ne peux pas faire ça toute seule. » Ses sanglots ont secoué le haut-parleur avant que le message ne se coupe. Je n'ai pas appuyé sur rejouer. Je ne l'ai même pas enregistré. J'ai posé le téléphone face contre la table en marbre et je suis retournée sur le balcon. La bougie brûlait, stable dans la brise. Pour une fois, je n'ai ressenti aucune envie de répondre, aucune démangeaison de culpabilité. Certains appels, j'ai réalisé, sont destinés à être manqués pour toujours. Je me suis appuyée contre la balustrade, la ville bourdonnant en dessous. Une partie de moi se demandait si la vengeance était complète maintenant, si voir leur empire s'effondrer pendant que le mien s'envolait était suffisant. Mais la réponse est venue dans le calme autour de moi. Ma vengeance n'était pas leur chute. C'était ma paix. C'était le rire des jeunes femmes au centre communautaire. C'étaient les yeux stables de Maya quand elle a murmuré qu'elle n'abandonnerait pas. J'ai fermé les yeux, laissant l'air froid de la nuit me piquer les joues. Pendant des années, j'avais été définie par la cruauté des autres. Maintenant, j'étais définie par ce que je construisais, par qui j'aidais, par le feu que je portais. Quand j'ai rouvert les yeux, la bougie brûlait toujours, stable, brillante. Mienne. Les lustres dégoulinaient de lumière dorée, et la salle de bal pulsait d'anticipation alors qu'un autre gala du Nouvel An commençait. Les invités trinquaient avec des verres en cristal, des cierges magiques scintillaient dans des mains manucurées, et les rires roulaient dans l'air comme de la musique. Je me tenais près du fond, ma robe d'un vert émeraude profond qui chatoyait à chaque pas. Le crépitement des appareils photo me suivait maintenant, au lieu de m'ignorer. Il y a un an, la voix de ma sœur avait percé une nuit comme celle-ci avec cruauté. « Personne ne veut de toi ici. » Ce soir, le même monde qui m'avait tourné le dos s'apprêtait à applaudir. Le maître de cérémonie a tapoté le micro, sa voix tonnant sur la foule. « Mesdames et messieurs, alors que nous comptons les secondes jusqu'à minuit, nous honorons quelqu'un qui a redéfini le succès et la résilience. Ce soir, nous célébrons Émilie Dubois, la fondatrice de Flamme Lunaire, la plus jeune femme à avoir battu une entreprise de 3 milliards d'euros. » Les applaudissements ont explosé. Les visages se sont tournés vers moi, non plus froids ou dédaigneux, mais brillants d'admiration. Les flashs crépitaient, les journalistes se bousculaient pour obtenir le meilleur angle. J'ai avancé lentement, mes talons claquant contre le marbre, le son résonnant comme un battement de cœur. Je sentais leurs yeux sur moi, les mêmes parents qui m'évitaient autrefois au dîner de Noël, les mêmes connaissances qui chuchotaient que je n'arriverais jamais à rien. Maintenant, ils tendaient le cou pour un aperçu, désespérés d'être proches. À l'une des tables près de la scène, je les ai vus. Les épaules de ma mère voûtées dans une robe délavée qui avait été autrefois de marque, et Lise à ses côtés, les yeux gonflés de larmes, sa robe datant de plusieurs saisons. Elle semblait s'y déplacer parmi les paillettes et les smokings. Pendant un instant, les années se sont effondrées, et j'étais de nouveau une enfant, tirant sur mon manteau pendant que Lise déchirait des cadeaux scintillants. Mais cette fois, les rôles étaient inversés. Après mon bref discours, de simples mots de gratitude, rien de plus, je suis descendue de la scène. Les applaudissements résonnaient encore à mes oreilles alors que ma mère s'est levée rapidement, m'interceptant. « Émilie » a-t-elle chuchoté, sa voix tremblante. « Silty plate. »« Nous sommes désolés. Nous avons besoin de toi. » Lise l'a suivie, les mains jointes, le désespoir inscrit sur chaque ligne de son visage. « Tu es ma sœur. Je sais que j'ai été cruelle, mais aide-moi, s'il te plaît. Je n'ai rien. » Je les ai regardées, vraiment regardées. Pendant des années, elles s'étaient tenues plus grandes, leurs ombres m'étouffant. Maintenant, elles semblaient petites, fragiles, comme de la porcelaine fissurée au-delà de toute réparation. Les lumières de la salle de bal ont capté la sueur sur la tempe de ma mère, les traces de larmes sur les joues de Lise. « Où étiez-vous » ai-je demandé doucement. « Pour mes anniversaires, quand vous me donniez des manteaux d'occasion. »
Les lèvres de ma mère se sont entr'ouvertes, aucune réponse ne s'échappant. Où étiez-vous? Ai-je insisté. Quand vous avez volé mon fonds d'études, quand vous avez ri alors que je luttais, quand vous m'avez dit que je n'étais pas la bienvenue. Lise a craqué, sanglotant dans ses mains. Ma mère a tendu la main vers moi, mais j'ai reculé. Vous pensiez que je m'en sortirais seule, ai-je dit, la voix stable. Vous aviez raison. Je m'en suis sortie. Je vais bien. Et je l'ai fait sans vous. La musique a changé alors que le compte à rebours commençait. 10, 9, 8. Je me suis détournée d'elle, chaque pas m'éloignant davantage. Leurs supplications suivaient, des fils fins et désespérés se dénouant dans l'air. Je ne me suis pas arrêtée. Je ne me suis pas retournée. 5, 4, 3. Les lumières de la salle de bal se sont tamisées, et la foule a rugi de joie. Dehors, par les grandes fenêtres, les feux d'artifice ont éclaté, peignant la nuit en rouge et or. Je me suis glissée par les portes dans l'air frais de minuit. Le téléphone dans ma pochette a vibré violemment. Maman. Lise. Des numéros de cousins que je ne reconnaissais pas. Appel manqué après appel manqué s'empilaient sur l'écran. 50, 80, 100. Je l'ai mis en silencieux, rangeant le téléphone. Une voiture attendait au bord du trottoir. La ville s'étendait, large, au-delà. Je suis montée, le toit en verre offrant une vue parfaite des feux d'artifice qui pleuvaient de la lumière sur l'horizon. Pendant un instant, j'ai laissé mes yeux se fermer. Le son de la foule acclamant s'est estompé derrière moi. Quand je les ai rouverts, la ville brillait comme si elle m'appartenait. Parce que c'était le cas. J'ai pensé à la jeune fille qui avait autrefois dormi à la gare, serrant un sac de sport et 70 € froissés. La jeune fille à qui on avait dit qu'elle n'était pas la bienvenue. La jeune fille qui avait failli le croire. Elle avait marché vers l'inconnu et bâti un empire de cire et de flammes. Certaines vengeances ne s'accompagnent pas de cris. Certaines n'ont pas besoin de confrontation. Parfois, la vengeance la plus éclatante est de bien vivre. Je me suis adossée, laissant la paix s'installer là où la douleur avait autrefois vécu. Et si vous écoutez, si on vous a déjà dit que vous n'aviez pas votre place, demandez-vous, vous battriez-vous pour leur prouver le contraire? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous croyez que le succès est la meilleure revanche, aimez cette histoire et abonnez-vous pour en voir d'autres. Les feux d'artifice tonnaient au-dessus, mais tout ce que j'entendais, c'était le battement régulier de ma propre liberté.